Bonjour à tous et bienvenue dans 41 mètres carrés. 41 mètres carrés, c'est votre émission pour mieux comprendre le marché de l'immobilier. Tous les mois, nous invitons des professionnels de ce domaine pour parler de leur expérience, de leurs compétences, mais aussi connaître leur vision sur le marché de l'immobilier. Durant ces émissions, nous traiterons de sujets comme l'achat et la vente de biens immobiliers, la location, les défis juridiques, les considérations environnementales et bien plus encore. Alors pour ne rien rater, abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer nos prochaines sorties. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'être accompagné de Pierre-Emmanuel Jus. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour Maximilien. Alors tu es directeur délégué chez Maslow, la plateforme d'investissement locatif 100% digital. Est-ce que tu peux la présenter rapidement s'il te plaît ? Donc Maslow.imo, c'est une solution 100% en ligne qui permet de réserver, financer et gérer son investissement locatif 100% en ligne. On a une solution d'investissement qui est sécurisée et qui est éclairée par des experts qui accompagnent nos investisseurs. Merci beaucoup pour ces précisions. Je suis également accompagné de François Bonprin. Bonjour François. Bonjour. Alors toi, tu es diagnostiqueur immobilier pour Exim. Et est-ce que tu peux présenter rapidement ce qu'est ce métier ? Donc je suis diagnostiqueur immobilier, effectivement. Je réalise tous les diagnostics avant vente et avant location de maisons et appartements. Et du coup, avec toi, pour ce premier épisode, nous allons voir les classements énergétiques ainsi que le DPE, le diagnostic de performance énergétique. Et avant de commencer sur ce sujet, j'aimerais vous donner une data. Savez-vous que plus d'un Français sur deux ne connaît pas les critères DPE ? Donc François, on rentre vraiment dans ton domaine. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est un DPE et peut-être aussi définir ce qu'est un logement énergivore ou une passoire énergétique, s'il te plaît ? Alors le DPE est là pour renseigner sur la performance énergétique et climatique d'un logement. C'est-à-dire que le DPE calcule une quantité d'énergie pour le chauffage et pour l'eau chaude d'un logement. Et c'est cette note qui est obtenue, qui est c'est la quantité d'énergie pour chauffer, comme je viens de le dire, et l'eau chaude de ce logement, divisée par sa surface habitable. Ça donne une note. Et c'est cette note qui est après utilisée pour comparer les logements entre eux. Et du coup, pour ces critères, je crois qu'il y a des lettres. Est-ce que tu peux nous donner rapidement Donc effectivement, il y a la note qui correspond à une quantité d'énergie par mètre carré, et il y a après la lettre qui est une tranche de notes en quelque sorte, donc A, B, C, D, E, F jusqu'à G. Et en fait, aujourd'hui, c'est les lettres F et G qui considèrent qu'un logement est décent ou non décent pour la location. D'accord, du coup, tu nous as donné ce qu'était un logement pour les deux dernières lettres. Mais du coup, inversement, pour les premières lettres, qu'est-ce qu'on va voir du coup comme logement ? Donc, c'est les premières lettres, c'est des super notes, des quantités d'énergie. Donc, la note correspond vraiment à une quantité d'énergie. C'est ce qu'il faut vraiment avoir en tête. Et ça correspond généralement, même tout le temps, à des bâtiments et des logements récents, maisons ou appartements. Pour avoir vraiment une bonne note, il faut soit que le bien ait une isolation par l'extérieur, soit une construction en bois et une pompe à chaleur comme système de chauffage. On peut dire que dans l'immobilier collectif, on a les réglementations thermiques également qui ont évalué la RT 2012 quand on construisait un logement jusqu'à l'année dernière. Et puis cette année, quand on dépose un permis de construire sur un logement collectif, on est en RE 2020. Et donc le RE 2020 nous assure normalement une bonne note à l'arrivée, c'est-à-dire A ou B en général. Je pense que c'est aussi important de pouvoir le dire. Oui, tout à fait. Le principe de la RE 2020, effectivement, c'est de tendre vers le A et le B. Mais sur des immeubles relativement récents, en RT 2012, on arrive à atteindre cette performance aussi. Ouais. Mais d'ailleurs, avant de continuer, est-ce qu'on peut connaître comment avoir une DPE et quelle est sa durée de vie ? Peut-être c'est important de le définir pour ceux qui ne savent pas forcément, qui sont familiers avec. Donc le DPE, il y a eu un gros changement au niveau de la réglementation au 1er juillet 2021. Le DPE, lui, est valable 10 ans. Et les DPE réalisés avant 2021, entre 2018 et 2021, sont valables jusqu'au 31 décembre 2024. Donc les nouveaux DPE, désormais, sont valables également 10 ans. Je pense que c'est peut-être intéressant de rebondir là-dessus parce que du coup, vu qu'il y a un changement pour les futurs investissements… En fait, ce qui est important, c'est qu'effectivement, le DPE
a une durée de vie de 10 ans, avec une petite astérix. Finalement, si j'ai fait un DPE en 2015, aujourd'hui, il n'est pas valable jusqu'en 2025, parce qu'il y a effectivement ce changement. D'une manière générale, avant, le DPE était un peu calculé sur facture. Donc, on produisait une facture d'énergie de son fournisseur d'énergie, EDF ou Gaz de France. Mais finalement, on comparait des logements où il y avait une personne seule qui pouvait vivre dedans, et comparativement à une famille de 4 personnes. Donc, finalement, la réglementation, elle a changé. On est vraiment sur la performance énergétique du bâtiment. Enfin, c'est pour moi le spécialiste, c'est toi, François, mais la réalité, c'est comme ça, quoi. C'est exactement ça. Et effectivement, le principe du DPE, c'est, comme je disais, de calculer une quantité d'énergie pour le chauffage et pour l'eau chaude sans tenir compte des habitudes des occupants. Parce que si je chauffe, j'ai l'habitude de chauffer mon logement à 19 degrés ou j'ai l'habitude de le chauffer à 21, c'est mon confort. Mais il n'y a pas de raison. Enfin, en tous les cas, hier, ça a changé la note du DPE, ce qui est un peu idiot. Donc là, on est vraiment sur les qualités intrinsèques du bâtiment par rapport à sa consommation en kilowattheure, en kilowatts par mètre carré, quoi. Et du coup, ça me permet de rebondir un peu là-dessus. C'est du coup un DPE, est-ce qu'il y a une note fixe ou est-ce qu'on peut la faire améliorer? Par exemple, si on a un bâtiment en classe G ou F, est-ce qu'on pourra le changer dans l'avenir ou faire des travaux? C'est le nerf de la guerre aujourd'hui, quoi. Oui, tout à fait. Ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que les bâtiments à F ou G, enfin les logements à F ou G, c'est des passoires thermiques, il faut faire quelque chose pour les améliorer. Les logements qui sont en E, les acquéreurs paniquent devant la lettre E. Il n'y a aucune raison. C'est pas si catastrophique que ça. Non. Et c'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure qu'en fait, il y a la note et il y a la lettre, qui est une tranche. E, on est entre 250 et 330 kWh par mètre carré. Il y a un gros E et un petit E. Est-ce qu'on est près du F ou est-ce qu'on est près du D quand on est en E? Et c'est toute cette approche qu'il faut en fait regarder de près. Et on peut facilement, si on est un petit E, passer en D avec très peu de travaux à réaliser. Mais du coup, là-dessus, quels sont les moyens pour pouvoir améliorer son DPE? Donc, le principe du DPE, hein, je ne vais pas me répéter encore, c'est de calculer une quantité d'énergie. Donc, le but, c'est de diminuer cette quantité d'énergie. Le calcul se fait en caractérisant toutes les surfaces déperditives du logement. C'est les murs, c'est les plafonds, c'est les planchers, c'est la ventilation. Donc, c'est tout ça qui est étudié. Et lorsqu'il y a un point faible sur ces points-là, on regarde comment l'améliorer. Si on est en dernier étage et que la toiture n'est pas isolée, on regarde comment isoler le plancher haut et du coup améliorer grandement la note. Même chose pour les murs, pour la ventilation. C'est tous ces points-là qui sont étudiés. Et j'imagine que du coup, ça doit être un critère qui doit être assez important quand on veut investir justement dans un logement pour savoir l'investissement qu'on aura si on veut améliorer sa note. Alors, il y a déjà plusieurs choses qui sont importantes vis-à-vis du DPE lorsqu'on achète un bien. Nous, chez Maslow.imo, on s'adresse à une clientèle qui investit dans l'immobilier pour louer. Donc aujourd'hui, on a aussi des échéances, c'est-à-dire que les passoires énergétiques dont parlait François, F et G, vont être interdites à la location prochainement. Donc ça, c'est un critère qui est évidemment à prendre en compte. Et puis, si jamais j'investis dans ce type de logement, il va falloir que je réalise des travaux pour remonter cette note-là. Donc ça a forcément un coût. Je crois d'ailleurs que dans les DPE, il y a des notions de travaux à mettre en œuvre qui sont possibles pour améliorer la note, mais traditionnellement, on est quand même sur ce que tu disais, c'est-à-dire, en gros, les menuiseries extérieures sont régulièrement des choses qui sont changées, le système de production d'eau chaude, voire l'isolation par l'intérieur du logement, en fonction de la note de départ et la note cible. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que si on veut continuer à pouvoir louer son logement dans la sérénité, on a une échéance, on a plusieurs échéances, on a une échéance maintenant, les G+, sont interdits à la location. La lettre F, c'est 2028, donc c'est dans pas longtemps, et la lettre E, c'est 2034. Donc, si j'investis aujourd'hui en 2024 dans un appartement pour le louer, nous, notre positionnement chez Maslow, c'est qu'on va proposer de l'immobilier neuf qui n'est donc évidemment pas concerné par ce type de changement, ou de l'ancien récent. L'ancien récent, pour nous, c'est quoi? C'est la lettre D minimum, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que nos investisseurs se posent la question ou soient concernés par la réglementation énergétique pour être serein. En tous les cas, si on achète de l'immobilier ancien, avoir bien en tête
que la lettre D doit être une cible si mon horizon d'investissement est un horizon d'investissement classique de 10-15 ans, tout simplement. En parlant justement d'objectifs, ou plutôt de cibles, est-ce que dans un même immeuble, avec des appartements identiques, il peut y avoir plusieurs DPE différentes? François va répondre. Évidemment. En fonction donc déjà de l'année de construction de l'immeuble, on constate que dans un immeuble récent, pour le coup, il y a peu de différence entre les différents logements. Dans les immeubles plus anciens, c'est-à-dire soit très vieux, soit années 60, 70, 80, même 90, il y a de très grosses différences entre un appartement qui sera au deuxième étage avec un voisin au-dessus, au-dessous, à droite, à gauche, et puis l'appartement qui sera complètement en haut, au dernier niveau, avec une belle toiture terrasse pas isolée, et puis 2 voire 3 façades qui donnent sur l'extérieur, celui-là sera mal noté. Donc oui, il y a de très très grosses différences en fonction des positionnements dans l'immeuble. L'orientation, un appartement qui est au nord, au sud, à l'est, à l'ouest n'aura pas les mêmes notes, sachant qu'un appartement effectivement a plusieurs façades. Donc on tient compte de tous ces paramètres. On tient compte aussi de l'étage. Un dernier étage sera beaucoup plus lumineux, donc captera plus le soleil, donc les apports solaires gratuits l'hiver, que celui qui sera en rez-de-chaussée complètement sans voisin, avec un immeuble à 5 mètres de lui. Voilà, on tient compte de tous ces paramètres dans le calcul. Donc chez Maslow, on a une note qui va valider en fait le bon investissement locatif. Donc on va analyser la profondeur du marché, la proximité des commerces, le tensiomètre locatif, mais pour ce qu'il s'agit en tous les cas, pour ce qui concerne le DPE, effectivement sur les appartements anciens que nous avons sur le site, les notes peuvent être différentes. Puisque effectivement l'étage, l'exposition, le voisin, pas de voisin, donc dans une même résidence, on peut avoir des DPE différents. Ce qu'on assure juste, nous, à l'investisseur, c'est que le DPE sera minimum D. S'il n'est pas D, il ne sera pas présent sur le site. Et un autre point qui détermine aussi la note, c'est la surface de l'appartement. Un petit appartement est beaucoup plus... Enfin, sa note sera beaucoup plus mauvaise qu'un grand appartement. Ce qui est difficilement compréhensible. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ? Pourquoi un T3 et un T1, c'est pas pareil ? Parce qu'en fait, il y a un rapport avec la surface au sol. Un petit appartement, il est à la même hauteur sous plafond. Donc en fait, par rapport au volume chauffé, les petites surfaces sont défavorisées dans le raisonnement. Alors qu'un appartement qui fera 100 mètres carrés, qui fera, on va dire, 10 mètres par 10 mètres, aura une bien meilleure note que le petit studio qui fait 15 mètres carrés et qui a une voire 2 façades qui donnent sur l'extérieur. Voilà, il y a un rapport à la surface qui est vraiment défavorable pour les petites surfaces. Et puis l'apport gratuit. Sur un studio, j'ai généralement pas 4 fenêtres plein sud qui vont apporter éventuellement de l'énergie à mon logement. Généralement, sur une petite surface, tu as souvent une ouverture et pas 36. Oui, sachant qu'effectivement, lorsque les fenêtres, par exemple, ont été changées, une fenêtre bien isolée sera pour le coup plus isolante qu'un mur non isolé. Mal isolé. Et du coup, par rapport à ça, justement, ces différences, on va dire, entre les matériaux, quels sont les moyens matériels et la manière pour pouvoir permettre d'isoler justement un logement avec un mauvais DPE ? Alors, j'entends régulièrement la réflexion de propriétaires qui me disent « Ah ben ça y est, j'ai rénové mon appartement, donc je vais avoir une bonne note en DPE. » Très bien, qu'est-ce que vous avez fait comme rénovation énergétique ? J'ai donné un coup de peinture. Ça marche pas. Ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant, même si les peintures isolantes, ça existe, mais bon, c'est absolument pas la solution. Et il y a encore trop de gens qui ne traitent pas correctement, qui ne profitent pas justement de leur rénovation d'appartement pour traiter le sujet énergétique. Pour isoler correctement un appartement, il faut commencer par isoler les murs. Je pense qu'il ne faut pas confondre, et ça c'est très important dans ce que dit François, la rénovation et la rénovation énergétique. Nous, sur Maslow, on a régulièrement des investisseurs en ligne qui hésitent entre l'investissement dans le neuf et dans l'ancien.
Et donc, dans l'ancien, on va attirer leur attention, ce qui est normal, sur qu'est-ce qu'ils vont acheter, quelle est la performance énergétique de leur logement actuellement, est-ce qu'ils doivent réaliser des travaux et est-ce que ces travaux concernent la rénovation, évidemment, énergétique. Et quel code-part de travaux, d'enveloppe de travaux, va concerner l'enveloppe énergétique. On attire aussi leur attention que si jamais, comme le dit François, il faut isoler les murs, si j'isole les murs par l'intérieur, a priori, je vais perdre de la surface. Donc, si j'achète 50 mètres carrés, pour être caricatural, à Paris, à 10 000 € du mètre carré, je vais perdre 7% de surface. 7% de surface, c'est 3 mètres carrés 50. Donc, je vais perdre 35 000 € de surface. Et quand je vais revendre mon bien dans 10 ans, mon appartement, il fera 47 mètres carrés, il en fera pas 50. Donc ça, ce sont quand même des éléments qui sont à prendre en compte lorsqu'il faut agir sur l'isolation des murs intérieurs lorsque c'est nécessaire. Hein, c'est évidemment pas toujours nécessaire, mais c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte. Mais ne pas confondre rénovation et rénovation énergétique. Changer une cuisine, une salle de bain et transformer quelque chose de moche en catalogue suédois, c'est sympa sur l'annonce, mais ça n'a rien à voir avec la performance énergétique du logement. Et du coup, est-ce que augmenter la note d'un logement va pouvoir faire augmenter son prix si on veut le remettre à la vente ou même à la location? Alors, aujourd'hui, les passoires énergétiques sur le marché tel qu'il est aujourd'hui sont arbitrés. C'est-à-dire que les prix de vente sont négociables aujourd'hui sur les passoires énergétiques. Faut pas se le cacher. Est-ce qu'aujourd'hui, si j'achète un appartement qui est F et je le passe en D, je vais donc pouvoir, si je le revends demain ou après-demain ou dans 10 ans, je vais donc me retrouver en concurrence avec les autres appartements en D. Je ne vais pas me retrouver en concurrence avec les appartements en A ou en B. Dans une ville, dans n'importe quelle ville en France, si vous prenez aujourd'hui un logement de 1980, de 1990 ou de 2015, le prix au mètre carré n'est pas le même. Performance énergétique ou pas performance énergétique. Donc aujourd'hui, ça améliore sa capacité à se louer rapidement, ça améliore sa capacité de revente, évidemment, mais est-ce que ça améliore son prix de revente parce que j'ai amélioré le diagnostic de performance? Déjà, si j'ai de l'isolation intérieure, un appartement, ça se vend au mètre carré, c'est pas tout à fait comme une maison, donc c'est pas un pari sur lequel il faut compter. Merci. D'ailleurs, on va partir un peu sur les copropriétés. Je crois qu'il y avait une question de rénovation énergétique pour les copropriétés. Est-ce que c'est à l'ordre du jour et comment ça va se dérouler? Alors oui, effectivement, c'est à l'ordre du jour. Ça ne va pas être très facile à mettre en œuvre. Ça va passer d'abord par l'obligation de réaliser un audit énergétique dans la copropriété. Donc ça, par contre, c'est plutôt pas mal pour voir les points forts et les points faibles de l'immeuble. Est-ce qu'à la limite, tu pourrais préciser un peu ce qu'est un audit énergétique pour les personnes qui ne seraient pas familières avec ce terme? Alors, l'audit énergétique qu'on rencontre aussi dans les copropriétés et aussi dans aujourd'hui dans les maisons qui sont justement des passoires thermiques, le but, c'est de chiffrer précisément le coût de la rénovation énergétique du bien, c'est-à-dire de passer de sa mauvaise note à la lettre B, en une étape ou plusieurs étapes. Je savais pas, je savais pas que la cible c'était B. C'est B, ce qui me fait réfléchir à me dire... Ouais, la cible est ambitieuse, c'est B. Et donc, dans une copropriété, le but pour y parvenir, c'est c'est d'établir un plan pluriannuel de travaux pour justement voir quels travaux il faut réaliser et comment l'échelonner dans le temps. Oui, donc c'est vrai que c'est important aussi d'avoir ces questions-là, surtout pour ce qui va arriver. Pour nous, c'est déterminant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'adresse, nous, à une population d'investisseurs. L'investisseur, aujourd'hui, ce qu'il demande, c'est de la lisibilité dans le temps. C'est-à-dire, j'ai un loyer, j'ai un crédit, je vais avoir une épargne mensuelle de ma poche. Je voudrais que cette épargne mensuelle, elle soit la plus sereine possible sur une durée importante. Si demain, je viens acheter ton appartement et que tu me produis un plan pluriannuel de travaux qui dit, voilà, la copropriété va devoir dépenser 100 000 ou 200 000 € pour faire la rénovation du logement, je vais, moi, en tant qu'acquéreur, me dire, ok, j'ai ça qui peut me tomber aussi sur la tronche. Donc, nous, ce que l'on dit, on a un premier positionnement, c'est individuellement, le logement, il doit être D sans débat. Et si jamais on ouvrait sur de l'ancien, ça serait de l'ancien totalement rénové, c'est-à-dire copropriété, c'est-à-dire partie privative et partie commune. L'autre point qui me semble essentiel aussi, c'est ne jamais oublier ce que c'est qu'une assemblée de copropriétaires.
Et est-ce qu'un copropriétaire bailleur et un copropriétaire occupant ont les mêmes intérêts dans une copropriété? Moi, je ne le pense pas. Est-ce qu'à la limite, tu pourrais redéfinir du coup ces deux catégories différentes pour les personnes qui ne seraient pas familières avec ça et qui feraient justement l'amalgame, on va dire? Je suis propriétaire occupant, j'habite dans la copropriété, j'habite mon logement. Il s'avère que ma copropriété a besoin de travaux. Peut-être que je dis, moi, j'habite ici, je me sens bien dans mon logement, j'ai pas envie de dépenser de l'argent pour faire ces changements-là. Le propriétaire bailleur peut se dire, bah oui, mais moi, en 2034, mon logement, il va plus être autorisé à la location, donc il faut absolument qu'on fasse les travaux. Ou l'inverse, le propriétaire bailleur peut dire, moi c'est un investissement locatif, je souhaite faire le moins de travaux possible parce que ça va gréver ma rentabilité. Et le propriétaire occupant qui peut dire, bah oui, il faut qu'on protège aujourd'hui la copropriété, qu'on la maintienne entre guillemets au goût du jour, qu'on baisse la performance, j'ai envie de baisser ma facture de chauffage. Donc finalement, les intérêts des uns et des autres peuvent être différents. Donc tous ceux qui ont participé à des assemblées de copropriété, lorsqu'on présente des dépenses, c'est toujours un débat. Aujourd'hui, l'audit énergétique, par exemple, il y a beaucoup de copropriétaires qui oublient qu'il y a beaucoup d'aides qui permettent de la région, du département, de l'État de faire ces audits pour moindre coût. Moi, j'ai envie de leur dire, profitez-en pour faire l'audit maintenant avec les aides plutôt qu'il n'y en ait pas. Au moins, vous saurez comment votre copropriété, à quelle sauce elle va être mangée, ou est-ce qu'elle doit faire des travaux. Merci beaucoup pour ces précisions. Je pense que beaucoup de personnes du coup n'étaient pas au courant et ça pourra profiter à beaucoup de monde effectivement. J'aimerais venir aussi sur un dernier détail, le GES. Je pense que du coup François, tu pourras nous aider sur... Alors là, c'est encore pire que le DPE. Là, les Français ne maîtrisent pas du tout. Donc GES, c'est gaz à effet de serre. Et en fait, la note énergétique et le GES sont complètement liés, puisque le gaz à effet de serre, donc c'est la quantité de CO2 qui est rejetée par l'énergie utilisée pour le chauffage et pour l'eau chaude du logement. Les deux sont liés. Les deux étant liés, on a de plus faibles émissions de gaz à effet de serre lorsqu'on est en électricité comme énergie que gaz ou fioul. Évidemment. Et tout ça pour en fait favoriser pour le coup l'énergie propre, entre guillemets, hein, on ne va pas rentrer dans le débat du nucléaire, et puis les énergies fossiles. Aujourd'hui, clairement, il y a une vraie volonté politique de sortir des énergies fossiles. C'est pour ça que, en fait, dans le DPE, la note obtenue en énergie et en gaz à effet de serre, celle qui est retenue et qui donne la lettre finale du logement, c'est la moins bonne des deux lettres. C'est-à-dire que en fuel, par exemple, vous pouvez avoir une chaudière très performante où en quantité d'énergie, vous serez peut-être en D, mais parce que c'est du fuel, en GES, vous serez en F ou G. Le résultat pour ce logement sera F ou G. D'accord, oui, c'est important de prendre ça en compte. C'est très important. Parce que finalement, du coup, est-ce que les investisseurs peuvent être trompés si jamais la lettre, le critère sera toujours donné, il ne peut pas y avoir, on donne juste le DPE et on casse le GES pour une vente? C'est obligatoire. C'est obligatoire, même aujourd'hui, dans les annonces de transactions, il est obligatoire de donner le DPE et le GES. En tout cas, les discussions aujourd'hui sur les règles à changer seraient l'obligation dans un compromis de vente aujourd'hui également de pouvoir indiquer les travaux qui seraient à mener dans la copropriété. Ça, c'est pas encore voté. Hein. Voilà, il y a des choses. Nous, ce que l'on constate surtout, c'est de dire qu'aujourd'hui, le virage, il est pris. Donc le virage, il est pris, et lorsqu'on est investisseur, nous, on se rend compte aussi aujourd'hui, parce que je le dis souvent, on a en face de nous des réflexions de clients qui hésitent entre l'ancien, le neuf ou l'ancien récent. Bon, aujourd'hui, les banques, déjà, ont resserré un peu la vis. On demande plus d'apport aujourd'hui. Quelqu'un qui achète une passoire énergétique, la banque va se dire, oui, alors il achète une passoire énergétique, donc il va avoir l'obligation de faire des travaux. Est-ce qu'il a les moyens de faire ces travaux-là? Donc soit on va lui demander plus d'apport personnel,
Soit on va limiter son endettement en se disant il aura besoin de faire des travaux demain, de pouvoir faire un prêt pour ses travaux, donc on va limiter l'endettement si j'achète une mauvaise lettre lorsque je suis l'ancien. Donc il y a déjà aujourd'hui quand même des corrections qui sont apportées par le marché, entre guillemets, que ce soit la correction sur le prix sur le marché de la vente ou la correction sur le financement pour ce qui est des banques. Et du coup, ça c'est assez important pour les futurs investisseurs ou ceux qui aimeraient faire des travaux par rapport à ça, parce qu'il faut, je pense, bien prendre en compte que derrière, le coût, on ne peut pas se dire « je verrai plus tard pour faire mes rénovations », mais déjà même pour demander des crédits ou autre, ça va être quelque chose qui va vraiment peser dans la balance. Après, c'est un peu ce que disait François tout à l'heure. Aujourd'hui, tu disais tout à l'heure, les propriétaires, ils te disent comment je remonte d'une lettre, en fait. C'est ça, c'est comment j'évite le coup près de 2025. En gros, je gagne du temps. Mais gagner du temps, c'est parfois pas suffisant, quoi. Ce qui est impressionnant, c'est qu'effectivement, les vendeurs ou les bailleurs veulent effectivement gagner une lettre. C'est vraiment... c'est un objectif complètement... Alors que... voilà, le but, c'est d'améliorer la performance de son logement, mais intelligemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la solution pour gagner vraiment beaucoup sur un DPE, c'est de passer en pompe à chaleur. C'est vraiment l'idéal. Il y a une très bonne performance des matériels. Mais si on passe en pompe à chaleur, mais qu'au préalable, on n'a pas isolé ses murs, c'est une aberration. Oui, on va gagner une lettre, mais ce n'est pas l'objectif premier. On fait les choses dans l'ordre, on isole son logement, plancher haut, plancher bas, fenêtre, mur, et on change de système de chauffage. On ne fait pas l'inverse. Mais du coup, il y a aussi une question pour ceux qui hésiteraient du coup à se dire finalement, je suis à eux, est-ce que ça vaut le coup que je remonte parce que ça va être des coûts? Est-ce que sur le long terme, il y a un réel intérêt financier du coup de pouvoir... Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs choses. On a déjà dit qu'aujourd'hui, interroger n'importe quel agent immobilier, vous verrez que sur une annonce, sur le coup de fil, au téléphone, on leur demande quel est le DPE du logement. Voilà, donc c'est le premier point. Donc déjà, il y a un attrait sur la vente. Sur la location, il est très clair aujourd'hui que l'objectif de baisser la consommation énergétique des logements, c'est aussi de baisser la facture des Français. Si mon logement il consomme 50 kW ou 250 kW, ma facture, elle va pas être la même. Donc aujourd'hui, le locataire, il raisonne loyer et charge. On est dans un marché locatif qui est extrêmement tendu. Le locataire, il va payer, lui, son loyer et ses charges. Donc moins il a de charges aujourd'hui d'énergie, de chauffage et de choses, ça, c'est des choses qui sont importantes. Un logement neuf, aujourd'hui, livré, je veux dire, nous, on le voit dans notre société de gestion, on croule sous les demandes. Donc, et il y a deux choses. C'est soit des gens qui arrivent dans la ville, voilà, mais c'est surtout des gens qui étaient dans l'ancien, qui s'en vont dans des logements plus modernes, plus agréables à vivre, mais aussi parce que leur facture énergétique, elle va baisser. Donc, sur le long terme, est-ce que c'est un pari? Non, c'est un choix. On l'a dit tout à l'heure, les Français ne maîtrisent pas le DPE. Mais quand on leur dit, vous voulez acheter quoi? Ils vous disent ABC, alors qu'ils savent même pas ce que c'est. Et qu'un logement D, aujourd'hui, est un logement qui est performant. Voilà. C'est un peu comme le Nutri-Score. Je sais qu'à la fin, c'est pas bon. Donc, je sais que je vais mal manger. Mais comment je fais pour avoir un Nutri-Score A? Moi, j'en sais rien. Tu vois. Et finalement, on a le marketing de la lettre qui nous dit « Ah, c'est bien, F, c'est pas bien ». Ça me rassure. Mais derrière, après, oui, c'est avoir une bonne connaissance permet aussi de savoir si des travaux, oui ou non, sont nécessaires, surtout l'investissement qu'on aura. Et derrière aussi, au long terme, quel sera l'impact sur ma facture finalement. Nous, on est certain qu'aujourd'hui, si je suis sur une mauvaise note, je peux avoir une consommation énergétique qui est évidemment plus forte pour mon locataire, donc il risque de partir s'il a l'opportunité de choisir un autre logement. Donc ça veut dire un turnover locatif qui peut être plus important dans des mauvaises lettres que dans des lettres qui sont plus positives. Une sérénité sur le long terme et donc aussi une sérénité à la revente. C'est-à-dire, est-ce que je vais être obligé demain de faire des travaux dans mon logement pour le mettre en vente? Si je suis investisseur locatif, je rappelle quand même que quand je fais des travaux, a priori, surtout les travaux que mentionnait François, a priori mon locataire n'est pas là. Hein, voilà, donc ça veut dire que pendant que je fais des travaux, j'encaisse pas de loyer. Donc s'il me faut une semaine de travaux, 2 semaines de travaux ou 2 mois de travaux, c'est pas non plus tout à fait la même chose. Donc nous on raisonne toujours rapport coût, crédit, effort d'épargne pour le client.
On arrive petit à petit vers la fin. Merci beaucoup en tout cas pour ces précisions. Est-ce que François, avant de finir, tu pourrais refaire du coup une conclusion sur ce qui est important de retenir par rapport au DPE et au GES et surtout, c'est des conseils, comment bien l'appréhender et ce qui sera nécessaire de faire si on a des critères assez bas. Alors, le but du DPE, une fois de plus, c'est d'apporter de l'information pour le bailleur, pour le locataire, pour le propriétaire, pour tout le monde. Donc, il faut avoir un maximum d'informations pour pouvoir réaliser ce DPE. Et c'est là où parfois c'est un petit peu difficile parce que lorsqu'on intervient sur un immeuble des années 80 par exemple, où il y a eu plusieurs propriétaires successifs, c'est pas toujours évident de connaître l'historique des travaux qui ont pu être réalisés. Donc ça, c'est un petit peu une difficulté, mais le but... Donc ça prend du temps de faire un DPE. Pour le faire correctement, il faut vraiment aller chercher de l'information pour qu'il soit le plus juste possible et qu'il apporte donc une information juste et fiable. Et est-ce que tu pourrais nous donner aussi une notion de coût pour faire un DPE ou pas? Ou alors ça reste très général et ça changera en fonction des situations? Ça va changer en fonction des situations. Ça va de 120 € TTC à 200 ou 300 € pour un petit appartement ou pour une grande maison des années 1800 ou 1900 avec, tu vas passer la journée. Où je vais passer beaucoup de temps parce qu'il y aura plusieurs plafonds, plusieurs planchers qui donnent sur des caves. On tient vraiment compte de tellement de paramètres que ça prend du temps, donc le temps c'est de l'argent. Oui, ça c'est sûr, c'est la constante finalement dans tout ça. Est-ce que toi, Pierre-Emmanuel aussi, tu peux nous donner du coup un rapide résumé si on veut investir dedans, quels sont les bons réflexes et les bonnes pensées à avoir? Si on avait fait ce même podcast il y a 3-4 ans, on n'aurait peut-être pas évoqué ce sujet-là. Donc ça veut dire que le virage il est pris et que c'est hyper important. Donc aujourd'hui, si je réfléchis à investir dans l'immobilier locatif, j'ai une horizon de placement. Cet horizon de placement, aujourd'hui, le diagnostic de performance énergétique de mon logement est indispensable dans la grille de lecture de mon investissement. Ça, c'est quand même important. Donc nous, on a fait un choix qui est très clair. C'est si vous investissez avec Maslow.imo, vous ne vous poserez pas la question du diagnostic de performance énergétique de votre logement. Vous ne vous poserez pas la question des travaux. Donc ça peut être en tous les cas une solution, une réflexion. Ce qu'on n'a pas évoqué non plus, c'est qu'aujourd'hui, il y a un coût sur la rénovation énergétique. Donc aujourd'hui, il y a des études qui sont faites sur des travaux réalisés en 2022 et en entre 600 et 800 € du mètre carré sur la rénovation énergétique des logements, des appartements. Et on est quand même sur... Voilà, il faut trouver le bon interlocuteur, il faut trouver les bonnes entreprises, il faut trouver aussi des entreprises qui peuvent faire l'isolation, les menuiseries, le changement du système de chauffage ou d'eau chaude. C'est parfois pas forcément les mêmes interlocuteurs. Donc les travaux, on sait parfois quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit, on ne sait pas forcément combien ça coûte. J'ai envie de dire qu'il y a les gens qui peuvent être faiseurs et ceux qui veulent être portés, conseillés et ne pas forcément s'occuper de ce genre de choses. En tous les cas, le DPE, la performance énergétique de son logement, est indispensable dans les critères aujourd'hui de réflexion de l'investisseur, et qu'il choisisse l'ancien, qu'il choisisse le neuf ou l'ancien récent, libre à l'investisseur, mais c'est un critère qui est indispensable. Et surtout, du coup, j'imagine se renseigner un peu plus pour être bien au courant du coup de ces différents critères, de ce qu'ils représentent et de comment on est dans ces critères ou pouvoir les faire évoluer. Aujourd'hui, primordial du coup pour un investissement serein, on va dire. Oui, c'est un peu ça. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Peut-être que vous voulez revenir sur quelque chose qu'on aurait loupé, peut-être une information que vous aimeriez rajouter à tout ce qu'on a dit durant ce podcast. Ouais, peut-être rajouter que effectivement le DPE donne une note et on doit faire des recommandations pour justement améliorer cette note pour passer de la note obtenue à la lettre B. Ça, c'est les recommandations qui doivent être faites. Ça passe par l'isolation, par le changement éventuellement de système de chauffage et de production d'eau chaude. Donc voilà, c'est intéressant de regarder ces recommandations pour voir ce qu'il faut faire pour améliorer le bien. Par contre, on indique aussi un coût de ces travaux-là. Dans le DPE, je ne parle pas de l'audit, là je parle vraiment du DPE, il faut prendre avec de grandes précautions les coûts qui sont annoncés. Autant les travaux à réaliser sont réalistes et cohérents, le coût, en fait, ils sont
Ils sont issus d'une base de données nationale qui n'est pas du tout forcément adaptée concrètement à chacun des biens. Donc voilà, au niveau des coûts, il ne faut pas se fier à ce qui est dans le DPE. Au niveau des travaux proposés, oui, il faut les regarder de près. Ouais. Mais après, du coup, il faudra vraiment faire des devis, faire appel à des professionnels qui auront les bonnes données, surtout les bons chiffrages des travaux. Oui, parce que si vous isolez par l'intérieur, ce n'est pas le même coût si vous êtes en plancher chauffant ou si vous avez des radiateurs tous les 2 mètres, ou si vous isolez, il faudra déplacer les radiateurs, déplacer les interrupteurs, etc. On tient pas compte de tous ces éléments-là qui ont une importance sur la facture finale. Donc relativiser, oui, ça ne fait pas foi de devis, du coup. Non, du tout. Surtout pas. Surtout pas. Moi, je pense que c'est important de s'adresser aussi à des professionnels. Et sur la rénovation énergétique, il y a la qualité du diagnostic de performance énergétique. Pourquoi ? Parce qu'il est opposable. Ça veut dire quoi, opposable ? C'est-à-dire que mon locataire, aujourd'hui, s'il refait un diagnostic de performance énergétique qui ne correspond pas à celui qu'a produit le propriétaire, c'est opposable, donc ça veut dire tribunal, amende, voire prison, mais on va quand même peut-être pas aller jusque-là. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est évidemment très important. Et ensuite, sur la rénovation, là, c'est pareil, être avec les bons interlocuteurs. Donc il y a des professionnels qui sont RGE, il y a des professionnels qui doivent avoir des labels pour pouvoir réaliser ces travaux de performance énergétique. Donc là aussi, choisir ses interlocuteurs est quelque chose d'important si on envisage ça. Oui, ce qui est important, c'est avoir les personnes recommandées et surtout qui ont les labels. Mais ça, on le verra dans un prochain podcast. Dans un autre podcast. Merci François, merci Pierre-Emmanuel de nous avoir accompagnés. 41 mètres carrés, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci du coup à nos invités, mais également à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de nous donner 5 étoiles, ça nous aide beaucoup. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux à maslow.imo. Nos équipes répondront avec le plus grand soin à vos commentaires. Si vous avez des personnes aussi à recommander pour nos prochains épisodes, nous vous écouterons avec intérêt. C'est tout pour aujourd'hui, c'était 41 mètres carrés. Merci à vous tous. Merci.